Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse, une bonne et heureuse année 2026, ainsi qu'une bonne santé pour vous et tous vos proches. Ensuite, je m'excuse de ne pas avoir été présent pendant quelques semaines. J'étais quelque peu fatigué. Voilà. Et finalement, je voudrais vous parler de l'actualité récente, enfin, l'actualité de ce début d'année. À savoir, un, le cas du Venezuela, deux, le cas du Groenland. Donc, primo, on va parler du Venezuela. Donc, vous étiez au courant, je pense, en tout cas je l'espère, de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par Donald Trump. C'est une violation flagrante de la souveraineté du Venezuela et c'est tout à fait typique de l'impérialisme américain. Alors, ce qui est assez marrant au final, c'est que l'intervention des forces, les forces d'intervention de Trump pour capturer Maduro, et ça n'a pas été là, c'était, comment dire, ce qui est marrant, c'est qu'il a contourné le droit américain en disant que c'était pas une intervention armée, mais policière. C'est assez drôle et bon, assez tragique. Ça représente quand même bien l'expression gendarme du monde. Enfin, les États-Unis sont bien, correspondent bien à l'idée de gendarme du monde. Ils se permettent de, voilà, comment dire. Normalement, une police applique la loi à l'intérieur de son pays. Une armée peut faire des interventions extérieures et défendre son pays. Une police, normalement, la police américaine est censée appliquer la loi aux États-Unis, pas au Venezuela. C'est pas, voilà, là, vous avez une police qui intervient pour arrêter le chef d'État d'un pays étranger. Il a, normalement, il devait permis de contourner le Congrès. Normalement, il n'est pas censé pouvoir faire une intervention armée sans l'avis du Congrès. Mais bon, bien que qu'on ait un exécutif très puissant aux États-Unis, voilà, il est censé y avoir quand même certaines limites. Mais bon, on s'arrange bien avec ces limites, on magouille un peu le truc en disant oui, mais c'était pas une intervention armée, c'était une intervention policière. Ouais, enfin, bon. Euh, c'est assez, euh, c'est assez grotesque toute cette histoire. Ils ont accusé Maduro d'être un narco-terroriste. Trump accusé Maduro d'être un narco-terroriste. C'est assez marrant parce que Trump justement a gracié un autre chef d'État qui lui correspondait plutôt à cette accusation, qui était le président du Honduras. Euh, Juan Orlando Hernandez, et qui lui a appliqué une politique économique inverse de celle de Nicolas Maduro. C'est-à-dire que Maduro, c'est le continuateur de l'œuvre de Chavez, donc une politique sociale, voire socialiste, pour Maduro, et Juan Orlando Hernandez, lui, qui lui a réellement été un trafiquant de drogue, c'est une politique néolibérale. Donc il y a un deux poids, deux mesures, parce que cet individu-là, en fait, parce qu'en fait, Juan Orlando Hernandez, il a été extradé aux États-Unis et condamné pour trafic de drogue, pour trafic international de drogue, pour avoir facilité l'importation de drogue aux États-Unis. Et il est gracié
par Trump en 2025. Donc on accuse faussement un dirigeant, le dirigeant du Venezuela de narcotrafic, de narcoterrorisme, juste après avoir gracié, Trump le fait juste après avoir gracié quelqu'un qui était réellement un gros trafiquant de drogue. Et voilà, enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. C'est une blague. Tout en... Voilà. Ouais. Tout en piétinant la souveraineté des États. Je vois que Juan Orlando Hernandez, bon, il était condamné par la justice américaine, mais il y avait quand même des policiers. Il s'est rendu à la police hondurienne. Donc voilà. Donc il y avait une. Voilà. Mais voilà. Euh, j'ajouterais une chose, c'est que si on voudrait. On n'a jamais condamné l'Angleterre, le Royaume-Uni pour narcoterrorisme. Parce que si vous avez dans l'histoire, si vous avez bien dans l'histoire un pays qui est narcoterroriste, qui a littéralement cherché à détruire un État par le trafic de drogue, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre avec l'opium. Voilà, avec l'opium, voilà, il y a quand même eu les guerres de l'opium, et il y a quand même eu on a quand même imposé à la Chine euh, ce genre de merde. On avait quand même opposé le commerce de l'opium à la Chine, pour que les Britanniques puissent déverser leurs marchandises en Chine. Enfin, donc voilà, faut s'en souvenir. J'espère que les Chinois continuent à s'en souvenir, et je leur fais confiance pour ça, pour se souvenir d'à quel point les Britanniques ont été des enflures historiquement. Et je dis ça parce que les Américains sont les héritiers des Britanniques, tant sur le plan culturel que sur le plan de l'impérialisme et d'une mentalité capitaliste ah, assez problématique. Alors l'Angleterre a eu une période où ils étaient sur une doctrine mercantiliste, puis est devenue libérale, bah, tout comme d'autres nations européennes par ailleurs. Voilà. Donc, faut quand même bien s'en rendre compte. Mais moi, ce qui me désole, au-delà de ça, c'est qu'on ne voit pas que je vois beaucoup de gens de gauche ou de droite, et même beaucoup à gauche, s'arrêter à Trump, c'est un facho. Trump, c'est un Américain. Est-ce que la guerre en Irak, c'est si différent que ça? La guerre en Irak, prétendument pour lutter contre la dictature de Saddam Hussein, qui effectivement était un régime autoritaire mais laïque, enfin séculier, opposé aux islamistes. Donc quand vous renversez Saddam Hussein, vous laissez les islamistes au pouvoir, et avec socialiste ou socialisant voire socialiste, ce qu'emmerde les États-Unis, et un pays souverain, et du coup un pays ayant des ressources en pétrole. Point commun avec le Venezuela qui est un pays exportateur de pétrole. Voilà. Et quand même, quand vous avez du pétrole, les Américains, ça les intéresse. Euh, voilà. Donc, il faut comprendre ce qu'était l'intervention, l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, sous George Bush.
Faut comprendre aussi ce qu'a été l'intervention au Venezuela contre Chavez. Auparavant, donc en 2002. En 2002, vous avez une intervention des États-Unis contre Hugo Chavez. Vous avez les États-Unis qui soutiennent une véritable traître à son pays et ennemi de la classe ouvrière vénézuélienne, qui est Corina Machado, que Macron qualifie de démocrate, mais le sens que le sens de la démocratie d'Emmanuel Macron, c'est de soutenir les pires libéraux qui soient. Hein. Euh, le libéralisme, c'est pas la démocratie, c'est la plutocratie. Faut le rappeler. Faut se souvenir, faut se souvenir de pas mal de choses. Faut se souvenir du soutien des États-Unis aux islamistes. Faut se souvenir de l'islamo-atlantisme. Faut se souvenir du fait que c'est la CIA qui s'est occupée d'armer, d'entraîner, d'équiper Ben Laden et les siens contre les soviétiques. Il faut parler d'islamo-atlantisme. Il faut parler du cas de l'Afghanistan en 1979. Il faut également parler du renversement d'un gouvernement socialiste démocratiquement élu, qui était celui de Salvador Allende, renversé par les États-Unis pour soutenir le militaire et dictateur, et ensuite dictateur Pinochet, qui a mis en place une politique économique libérale avec un régime autoritaire, fascisant, voire fasciste, en 1973. Faut se souvenir de la tentative d'invasion des États-Unis en 1961 contre le régime de Castro à Cuba, le débarquement de la baie des Cochons. Voilà. On aurait tant à dire sur le nombre d'interventions américaines qui va contre la souveraineté des États. Mais c'est pas quelques épisodes historiques, c'est une doctrine chez les Américains. La destinée manifeste, la doctrine Monroe et la politique du gros bâton, le big stick. Donc, par exemple, la doctrine du gros bâton, du big stick, c'est une doctrine de Theodore Roosevelt, où les États-Unis se réservent le rôle de gendarme du continent américain. Un impérialisme des États-Unis sur tout le reste du continent américain. C'est ça la doctrine du Big Stick. C'est une doctrine qui, selon les mots de Theodore Roosevelt, c'est parler doucement tout en portant un gros bâton et vous irez loin. Et c'est ça. C'est la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. C'est-à-dire que les Européens n'agissent pas. Doctrine de James Monroe, du président américain James Monroe, président des États-Unis James Monroe, qui dit les Européens en Europe, les Américains en Amérique. C'est-à-dire enfin, que les affaires des Amériques ne doivent pas, que les Européens, que les puissances européennes n'ont pas à intervenir dans les affaires américaines. Le truc, c'est que ce qui est la non-ingérence des puissances européennes sur le continent américain, ça
ça permet de justifier un précaré des États-Unis sur le reste du continent américain. Alors bon, selon cette doctrine, les États-Unis ne sont pas censés intervenir dans les affaires européennes et les Européens ne sont pas censés intervenir dans les affaires américaines. euh, et oui, les Amériques ne sont plus ouvertes à la colonisation. Voilà, enfin, voilà. Ils ont fini par ce qui pouvait ressembler basiquement à une doctrine contre l'impérialisme, le colonialisme des puissances européennes, a fini par servir un projet impérialiste et colonialiste ou néocolonial des puissances de la puissance américaine, des puissances des États-Unis d'Amérique. Voilà. Il faut dire les choses. Et vous avez la destinée manifeste. La destinée manifeste est le concept de frontière. Donc la destinée manifeste, c'est un discours que vous retrouvez, c'est un discours qui, comment dire, au final, tout ce discours-là, que je vous cite, sur la destinée manifeste, sur la doctrine Monroe, sur le Big Stick, c'est une politique dont sont imprégnés autant des gens du Parti démocrate que du Parti républicain, à divers degrés, cela dit. Donc la destinée manifeste, c'est une doctrine qui est apparue au milieu du XIXe siècle et qui met en avant l'idée selon laquelle la nation américaine aurait une mission divine d'expansion de la civilisation vers l'Ouest. Alors, voilà pour ce qui est de l'expansion du continent. Enfin, l'expansion continentale des États-Unis, vous savez, la conquête de l'Ouest. Mais comme la doctrine Monroe, comment dire, cette doctrine, elle suppose d'aller encore plus loin. La frontière, l'idée de frontière chez les Américains, c'est une frontière qui, au final, ne s'est pas arrêtée à l'océan Pacifique. Non, non, on peut toujours aller plus loin vis-à-vis de la frontière. On peut toujours dépasser la frontière. Je rappelle, oui, qu'effectivement, les États-Unis sont fondés c'est un pays qui s'est quand même construit en exterminant des populations amérindiennes. Voilà, c'est pour dire toute l'illégitimité des États-Unis à nous rabâcher les oreilles avec les droits de l'homme et nous dire que Poutine est les méchants, que Xi Jinping c'est le dernier des monstres voilà, du méchant péril jaune anti-occidental, ce qui est toujours ce qui sont les discours de l'impérialisme otanien, atlantiste. Vous avez quand même ces clichés assez éculés sur l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire l'Ouest c'est les gentils et l'Est c'est les orientaux, c'est-à-dire les pays non occidentaux, en tête desquels sont souvent mis en avant la Russie et la Chine. Eh ben, ils seraient d'horribles dictatures parce qu'ils n'appliqueraient pas un modèle libéral occidental. Bon, pour ma part, je pense que ceux qui nous rabâchent les oreilles avec l'idée de démocratie libérale sont des tartuffes. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas souverain, donc les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, hormis les États-Unis qui, eux, ont gardé leur souveraineté c'est eux qui dominent et pas eux qui sont dominés. Hein, voilà. C'est un pays qui, voilà. Même si, bon, quand même, ils sont un peu, ils ont fait dans ce jeu de la mondialisation, ils sont un peu désindustrialisés par rapport à notre époque. Ils ont quand même, voilà, initié pas mal de conneries de ce côté-là. Mais démocratie et libéralisme ne vont pas de pair. Ils sont même opposés. La démocratie pour les riches, ce n'est pas la démocratie. Vous ne pouvez pas être démocrate dans un système libéral dans lequel les médias, les partis politiques, les politiciens euh, euh, se font acheter et dans lesquels les puissances économiques peuvent tellement détruire, ont tellement de pouvoir que l'action de l'État,
l'action des pouvoirs publics, des pouvoirs élus, finit par être cannibalisée par le pouvoir de la finance. Où est la démocratie dans la plutocratie? Il n'y en a pas dans une oligarchie financière. Donc voilà, faut quand même mettre les points là-dessus. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la personnalisation, le discours qui se centre sur la personne de Trump. Trump a aussi été élu par une base MAGA qui était aussi une base en parti populaire, euh, sur le discours protectionniste. Parce que effectivement, un discours protectionniste, un discours favorable à l'emploi, et donc voilà, il y a une partie il y a des prolos de droite qui ont voté pour lui, des prolos, voilà, ou des prolos, voilà, tout simplement. Et parce qu'il n'a pas un discours woke qui fait fuir les travailleurs, contrairement au Parti démocrate. Et le Parti démocrate n'est pas mieux. Le cas de la guerre en Ukraine, comment dire, quand je parle d'impérialisme américain, il y a les révolutions de couleur et le soutien à des gens, à Zelensky et à d'autres, hein, son prédécesseur, eh bien, c'est des ingérences américaines. Les partis démocrates et les partis républicains sont tous les deux coupables. Euh, Trump s'est peut-être rendu compte que ça battait de l'aile un peu sur le côté ukrainien, qu'il fallait faire un discours America First pour avoir un soutien populaire. Enfin, certains soutien populaire, mais voilà. Oui, il y avait les deux Victor soutenus, l'un par la Russie, l'autre par les États-Unis. Euh, donc Viktor Yanukovych et Viktor Yushchenko. Puis il y a eu Petro Poroshenko entre Zelensky et Viktor Yanukovych. Viktor Yushchenko, il était là avant Viktor Yanukovych. Voilà. Et il y a eu une révolution orange entre Viktor Yushchenko et Viktor Yanukovych. C'est-à-dire une pseudo-révolution soutenue par les États-Unis pour mettre un de leurs laquais. Voilà. Mais voilà, le fait que les démocrates, par exemple, les soutenus, étaient à fond derrière Zelensky, fait qu'ils sont pas plus, sont tout aussi impérialistes que les républicains. Au fond, ils sont pas différents. Ils sont absolument pas différents sur le fond. Sur le fond, ils sont pas différents, mais sur certains aspects, ils se divergent. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc ce qui a été à dire sur autre aspect, oui, le pétrole, oui. J'ai quand même Trump qui a l'arrogance de dire ouvertement qu'il va mettre des entreprises américaines au Venezuela. Donc si ça, c'est pas de l'impérialisme, je vois pas ce que c'est. Autre élément, espérons que Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, tienne, qu'il n'y ait pas d'autres déstabilisations, que le régime vénézuélien tienne, et que Cuba puisse ainsi être ravitaillé suffisamment en pétrole. Il y a le pétrole, si vous voulez, et il y a aussi un autre aspect que le pétrole dans ce jeu-là. C'est le commerce du pétrole et l'alignement du pétrole sur le dollar versus l'alignement du pétrole sur
le yen. Yuan. Pardon, le yuan, pas le yen. Enfin, c'est l'alignement l'alignement du pétrole sur le yuan. Les États-Unis, comment dire, sont peut-être faut l'espérer, sont peut-être en déclin face à la Chine, du fait de la dédollarisation et d'une Chine industrialisée, moderne technologiquement et capable de bien, eh bien de bien concurrencer les États-Unis sur le plan économique, technologique, scientifique, militaire, etc., etc. Donc l'impérialisme américain est menacé par la puissance chinoise. Et le rapprochement entre des pays des BRICS, comme notamment la Russie et la Chine, bon, l'Inde semble aussi avoir une bonne position dans ce jeu-là, eh bien ça énerve énormément la Chine surtout. Les Américains sont assez menacés par cette concurrence-là. Au-delà de l'aspect idéologique d'un leader socialiste comme Maduro ou du régime de Cuba que les Américains essaient de faire tomber depuis des années, depuis des décennies, et qui résiste avec courage et détermination, malgré toutes les tentatives de déstabilisation. Rappelons que dans les néoconservateurs, on en trouve chez les démocrates, on en trouve chez les républicains, et on en trouve un dans la politique américaine qui est Marco Rubio, qui est d'origine cubaine et qui est très anticommuniste. Qui est très anticommuniste, qui est voilà, qui est un traître à Cuba, en fait. Marco Rubio. Donc c'est une ordure. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner le secrétaire d'État des États-Unis. Marco Rubio est l'un des pires impérialistes qui soit. Alors, traître à son pays, il est né ses parents sont originaires de Cuba. Lui a grandi aux États-Unis. Mais voilà. Donc, nous avons ça. Deuxièmement, nous avons aussi les discours de Trump sur le fait que le Venezuela, sur le fait que Trump. Enfin, nous avons le discours de Trump sur le Groenland. Trump qui revendique le Groenland. Factuellement, les États-Unis ont déjà plusieurs bases militaires au Groenland. Factuellement, le Groenland appartient au Danemark. Et il y a aussi des mouvements indépendantistes au Groenland. Mais comment dire, un mouvement indépendantiste qui voudrait quitter le Danemark pour les États-Unis, je suis pas persuadé que ça serait un meilleur choix d'être sous le joug de l'impérialisme américain que d'être sous le joug que d'être rattaché au Danemark. Même s'il y a certainement des choses qui peuvent être critiquées chez le Danemark, comme le fait qu'ils appartiennent à l'UE et à l'OTAN. Mais, fait intéressant, c'est-à-dire que le Danemark, et si le Danemark est membre de l'UE et de l'OTAN, il n'est pas membre de la zone euro. Ils ont leur souveraineté, ils ont leur propre monnaie. Donc voilà, on a quand même un Danemark qui a le mérite d'avoir sa propre monnaie, d'avoir d'être certes dans l'Union européenne, certes dans l'OTAN, mais d'avoir la souveraineté monétaire. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. Euh, bon,
le truc, c'est qu'ils sont déjà plus ou moins alignés avec les États-Unis, ils sont dans l'OTAN, bah, ils sont en place historique dans l'OTAN. Et comment dire, Trump dit dans son discours que c'est aussi bidon que lorsque Trump accusait Maduro de narcoterrorisme, alors que en fait la réalité c'est que qu'il y a certes des trafiquants de drogue qui passent par le Venezuela, mais pas de production de sites de drogue au Venezuela. C'est des, il y a des sites de production qui sont qui sont dans d'autres pays d'Amérique latine, qui passent par le Venezuela pour ensuite vendre voilà. Mais voilà, c'est et il y a de la corruption. Il y a certainement le même genre de corruption qui a permis à une intervention d'une petite escouade américaine de capturer Maduro. Et c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter euh, de ce côté-là. Voilà. Il doit y certainement avoir des éléments de corruption, malgré les efforts du gouvernement vénézuélien, qui ont fait qu'il peut y avoir des trafics. Voilà. Ouais. Factuellement, l'OTAN, le Danemark est déjà dans l'OTAN, et lorsque Trump, lui, nous sort un discours de il faut que le Groenland appartienne aux États-Unis, sinon il risque d'être convoité par la Chine et la Russie. Voilà. En fait, ce qu'il veut, c'est contrôler des voies commerciales qui passent par là. Il y a un certain nombre de voies commerciales commerce international qui passent par là. Le truc, c'est que déjà, le territoire est contrôlé par quelques bases américaines. Sans compter que le Danemark est déjà dans l'OTAN. Donc, voilà. Euh, voilà. Euh, bon, après, Trump, il joue parfois un peu au bluff. C'est-à-dire, il dit un truc assez énorme. Et puis, s'il voit qu'il y a un rapport de force, il va plus ou moins négocier. S'il voit qui se couchent, ben, il va en profiter. Lui, il a un pays souverain. En face, quand vous avez des gens qui se disent oui, mais nous aurons une solidarité européenne contre Trump, contre l'impérialisme américain, mais l'Union européenne est le bras civil de l'impérialisme américain, là où l'OTAN est le bras militaire de l'impérialisme américain. Petite différence, le Danemark n'a pas l'euro. Mais les puissances militaires comme la France, une puissance économique, industrielle comme l'Allemagne, bon, qui profitent un peu de l'euro au détriment des autres pays européens, mais bon, ils en profitent pas tant que ça. Enfin, en tout cas, c'est les industriels qui en profitent, c'est pas la population, pas une population qui, lorsqu'elle a un travail, vit dans sa voiture. En Allemagne, on a quand même des choses qui sont, voilà, il y a quand même aussi de l'exploitation chez les travailleurs allemands. Voilà. Des gens qui nous parlent de solidarité européenne. Quelle solidarité européenne? Se coucher tous face aux Américains avec près de 27 pays qui ont des intérêts totalement, 27 pays qui ont des intérêts totalement divergents entre eux. Les droits de douane européens, les droits de douane de Trump devant lesquels l'Union européenne a baissé son pantalon, mais elle l'a fait volontairement. Elle a fait volontairement, elle est faite pour ça. Vous avez 27 pays aux intérêts divergents face à un pays qui est plus ou moins conscient de ses intérêts. Dans la balance, les 27 pays se font membres d'une organisation supranationale dans laquelle il faut agir à l'unanimité, eh bien, se font avoir comme des dindons, comme un troupeau de dindons. Il faut quand même se rendre compte de ça. Voilà. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que on a des gens qui auparavant étaient on a des gens qui sont très atlantistes, très européistes, et qui d'un coup nous tiennent un discours anti-américain face à Trump. Mais le truc, c'est qu'ils sont dans une forme de schizophrénie, c'est-à-dire vous avez des gens qui nous disent soit euh,
soit Trump, c'est un dictateur, mais sortir de l'OTAN et de sortir de l'Europe, sortir de l'Union européenne, ça serait collaborer avec Poutine et Xi Jinping, et que ça serait inacceptable et qu'il faut mieux accepter Trump que Poutine ou Xi Jinping. Bon, la réalité, c'est qu'ils se font que la... Comment dire? La réalité, c'est que pendant que eux font du libre-échange et détruisent leur industrie, des pays qui font une politique protectionniste comme la Chine ou la Russie ont une puissance industrielle et militaire qui tient le coup. Euh, et que c'est du suicide de vouloir faire la guerre à la Russie pour l'Ukraine quand vous n'avez pas, quand vous détruisez votre propre capacité productive au nom des valeurs de libre-échange qui sont absolument pas des valeurs populaires, mais des valeurs libérales, des valeurs bourgeoises, tout à fait dégueulasses. Et vous avez des gens qui disent, ouais, mais on va soit qu'ils veulent réformer l'OTAN pour qu'elle soit européenne, soit qu'ils vont quitter l'OTAN pour faire une forme de, de, de défense militaire commune des pays européens. Mais bon, ils vont toujours être soumis aux États-Unis. Enfin, comment dire? Ils ont vraiment une mentalité d'être soumis à des intérêts qui sont extranationaux, qui sont supranationaux, qui vont, qui sont totalement contraires à l'intérêt de leur propre pays et leur propre population. Trump, lui, il a juste à se servir en fait. Les gens qui nous disent que face à Trump, il faut une solidarité européenne sont dans un déni absolu du fait que cette construction européenne est faite pour détruire les nations et pour en faire des valets des États-Unis. Et si vous êtes des valets d'une commission européenne à la place des États-Unis, admettons même qu'elle s'oppose aux États-Unis, eh bien le mal est fait. Enfin, en tout cas, une bonne partie du mal est fait, et s'ils continuent dans leur œuvre, ils vont pas résister aux États-Unis, ils vont pas avoir de capacité de réindustrialisation, c'est eux qui l'ont détruit. On peut pas faire confiance à des gens qui ont détruit l'industrialisation de leur propre pays pour des intérêts supranationaux, pour un objectif de réindustrialisation. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y a des gens qui nous sortent le discours de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, c'est une Europe vassalisée aux États-Unis, ou vassalisée ou alors à l'Allemagne, ou alors à Bruxelles, enfin, en tout cas des gens qui sont des plutocrates. Et puis, quand on voit, comment dire, j'aime pas utiliser à tort et à travers ce procédé, mais quand on voit un peu les territoires de l'Union européenne et qu'on voit que c'est plus ou moins dominé par l'Allemagne, la 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 comment dire, on pense à une certaine grande Europe. J'allais chanter Erika pour rigoler, mais voilà. Bon, alors, Erika, comme chanson allemande, c'est pas une chanson qui est certes chantée par la Wehrmacht, mais à la base qui est une chanson d'amour. Euh, qui et en fait, elle est associée par la suite à ça, dans la culture populaire, mais c'est une chanson d'amour d'un homme qui se languit de sa fiancée, quoi, hein. Ça va pas spécialement avoir spécifiquement avec l'idéologie nazie, mais elle était chantée par la Wehrmacht, donc elle a été chantée par des nazis. Enfin, mais elle a été composée en 1938, donc voilà quand même. Euh, Pas spécialement l'idéologie, mais c'est une chanson quand même de marche militaire. Voilà, enfin. Donc voilà, enfin c'est.
Toujours est-il que l'Union européenne, c'est un projet qui va contre la souveraineté des nations, au même titre que ce que fait Trump. Vous pouvez avoir des coopérations entre pays européens, mais c'est pas obligé de, il n'est pas obli- ce n'est pas obligé d'avoir une organisation supranationale qui s'appelle l'Union européenne pour qui piétine le droit national, qui piétine la souveraineté monétaire, qui piétine la souveraineté frontalière, qui impose des traités de libre-échange. Vous pouvez très bien avoir une politique européenne si vous voulez. Je vois pas pourquoi, par contre, on se focaliserait sur l'Europe en particulier et pourquoi on ne ferait pas des coopérations avec des pays asiatiques sur certains sujets, euh, par exemple, ou africains, ou d'Amérique. Quand je parle d'Amérique, je ne parle pas spécifiquement des États-Unis et de l'Amérique du Nord, euh, sans besoin d'une organisation supranationale. Vous pouvez avoir des coopérations internationales libres entre États souverains. Euh, les européistes ont l'air de ne pas comprendre ça ou de faire semblant de ne pas le comprendre. Ou alors de ne pas avoir les capacités intellectuelles de le comprendre. Vous avez des gens, voilà, ils sont dans une schizophrénie permanente parmi les euro-atlantistes, mais ils se plaignent de Trump. Alors ils sont capables de vous tenir un discours anti-américain parfois, euh, alors qu'il le condamnait, le discours, qu'il nous parlait d'anti-américanisme primaire pour parler des souverainistes. Euh, c'est très marrant. Ah oui, ils ont acheté, et ils achètent des armes aux Américains, dont des armes avec des puces américaines et qui peuvent être désactivées. Enfin, je parle des avions, dont des avions avec des puces américaines qui peuvent être désactivées selon un simple ordre des États-Unis. Voilà, enfin, donc c'est vraiment des guignols en fait. C'est parce que quand vous achetez des FTS américains, mais qui peuvent être désactivés sous commande par les Américains, et que vous pouvez avoir une flotte clouée au sol. Enfin, et vous avez des gens, ils seraient limite 20 en guerre contre les États-Unis alors qu'ils leur achètent des armes et qu'ils leur achètent des avions qui peuvent être désactivés par ces mêmes Américains. Voilà. Donc c'est assez marrant. Voilà. J'ajouterais aussi les individus de la France insoumise qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, qui ne veulent pas sortir de l'euro, peut-être sortir de l'OTAN, hein, mais c'est pas clair parce que, en fait, si vous voulez pas sortir de l'Union européenne et de l'euro, sortir de l'OTAN, ça sera un peu une demi-mesure, parce que vous serez quand même toujours économiquement soumis aux Américains. Ou en tout cas, vous ne serez pas un pays souverain, vous serez un pays que partiellement souverain. Mais LFI qui nous dit sur la cause palestinienne, ouais, il faut s'opposer à Israël, il faut reconnaître Israël. Mais votre combat, il est symbolique. Et c'est souvent pour attirer un électorat musulman en le prenant pour un imbécile, pour des imbéciles. Parce qu'en fait, en réalité, si vous ne sortez pas de la sphère de l'impérialisme américain, si vous ne sortez pas de l'euro-atlantisme, si la France ne sort pas du bloc euro-atlantique, elle ne pourra pas avoir de politique souveraine. Et si elle ne peut pas avoir de politique souveraine, que ce soit sur le plan économique et social à l'intérieur pour faire une politique en faveur des classes populaires, ou même sur le plan diplomatique pour qu'on puisse faire ce qu'on veut au niveau diplomatique, eh bien, exiger qu'on ait un gouvernement qui... bon, déjà, pour moi, c'est pas priorité. Priorité, pour moi, c'est les travailleurs français, les sans-abri en France, voilà, et qu'on puisse faire en sorte, les travailleurs de France, français et immigrés, je précise, hein, du moment où vous êtes un travailleur et que vous vous faites exploiter par votre patron, il faut vous défendre. Euh, la lutte contre le sans-abri, c'est des choses qui se font sur notre sol. Et ensuite, on peut se permettre d'aider d'autres peuples, si on en a les moyens. Euh, mais le truc, c'est que avec le palestinisme, c'est qu'il ne voit pas un truc assez fondamental, c'est que si on est tenu en laisse par les Américains, Américains qui sont alliés d'Israël, eh bien, on ne pourra rien faire pour les Palestiniens.
quelle que soit la politique que vous voulez faire pour les Palestiniens. Je compatis au sort des Palestiniens, mais vous me verrez jamais, au grand jamais, soutenir le Hamas, si vous voulez. Je suis d'accord avec le fait que la politique de Netanyahou est inhumaine, que il y a des choses, voilà, vous avez des choses, des Palestiniens qui se font expulser de leur terre, qu'il faut défendre les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc le droit du peuple palestinien à disposer de sa terre. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais jamais en s'alliant avec des islamistes. Jamais. Jamais en s'alliant avec des islamistes. Je ne veux ni que Israël gagne pour commettre des actes barbares vis-à-vis des Palestiniens, ni faire, pour commettre encore plus d'actes barbares sur les Palestiniens, et qu'elle renforce la position de l'impérialisme américain dans la région, ni que la Palestine gagne et que ce soit des islamistes qui l'emportent. Si la Palestine est un État socialiste, laïque, démocratique, je suis entièrement derrière. Il n'y a pas de problème. Si la Palestine est menée par le Hamas, c'est autre chose. Donc moi, vous me verrez dire du bien du FPLP, voilà, qui est marxiste-léniniste, mais jamais je ne soutiendrai les islamistes du Hamas. Ma position, elle est claire là-dessus. Oui à la liberté du peuple palestinien, non aux islamistes du Hamas. Voilà. Et donc, et je précise aussi que les gens qui nous disent qu'il faudrait de l'autre bord que les Israéliens seraient tous coupables d'être d'horribles sionistes, il y a les citoyens et leur gouvernement. Et il y a des gens qui ont l'air, je précise aussi que ceux qui confondent sionisme, juif, sioniste, israélien et gouvernement israélien sont problématiques. Il y a des juifs qui ne sont pas israéliens et des israéliens qui ne sont pas juifs. Enfin, voilà, d'un côté, vous avez une confession, de l'autre, vous avez euh, de l'autre, vous avez un État. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, un État qui n'est pas laïque, au passage, Israël, puisque vous avez quand même l'étoile de David. Donc voilà, c'est problématique, ça c'est conservateur, voire réactionnaire, d'avoir un État qui est basé sur une religion. On doit pouvoir faire le même procès à Israël qu'à l'Iran sur le sujet. Mais tous ceux qui me disent qu'il n'y aurait pas d'Israéliens, par exemple, qui seraient dans l'opposition à Netanyahou, se trompent. Il y a des Israéliens qui peuvent être opposés à Netanyahou. Après, la quantité peut être variable, mais il y a aussi des raisons qui ont fait qu'historiquement, étant donné que les Juifs ont été historiquement persécutés pendant des siècles, qui ont pu nourrir le récit sioniste. Qu'on soit d'accord ou pas avec le sionisme. Il y a des facteurs qui ont fait que l'antisémitisme historique, et il y a aussi un antisémitisme musulman, et moi ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui confondent l'antisémitisme et l'antisionisme, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire ceux qui font reproche de l'antisionisme d'être antisémite, et ceux qui se permettent, au nom de l'antisionisme, d'être antisémite. Parce que vous avez un antisémitisme islamique. Vous avez un antisémitisme nazi, raciste, racialiste, et vous avez un antisémitisme religieux que vous retrouviez dans le christianisme et dans l'islam. Le christianisme et l'islam sont des religions à la fois juives et antisémites. Juives parce que doctrinalement, ben, elles ont un héritage juif qu'elles ne peuvent pas nier. Hein. La Bible, c'est juif. La Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament pour les chrétiens. Et dans le cas de l'islam, c'est un peu plus particulier, mais ils reprennent des éléments du judaïsme et du christianisme. Donc il y a tous les rites. C'est un héritage juif, hein, le fait de circoncire, de ne pas manger de porc, c'est un héritage juif, quand même. Avec quand même pas mal de modifications, version arabe. Il y a Jésus dans le Coran. Il est question de Issa. Hein, voilà. C'est donc voilà, ce sont des juifs antisémites, les chrétiens et les musulmans, du point de vue doctrinal. C'est-à-dire que ce sont ils ont une doctrine juive, mais ils ont
une critique, un rejet ou un mépris vis-à-vis du judaïsme du point de vue doctrinal également. C'est-à-dire que au début, les chrétiens parlaient des mauvais juifs pour désigner les juifs parce qu'ils les considéraient comme des juifs qui n'ont pas suivi Jésus. Des juifs qui considéraient comme Jésus par ailleurs comme un imposteur, voilà, comme n'étant pas le Messie. Et du point de vue musulman, c'est un peu plus particulier, c'est assez particulier aussi, mais il y a quand même un antisémitisme islamique. Voilà. Il y a toute une histoire de l'antisémitisme chrétien et musulman, qui est plutôt un anti-judaïsme, si on veut, parce que c'est plus ça porte plus sur une dimension religieuse qu'ethnique. Mais voilà, vous avez quand même, ça a rejoint parfois vous avez des gens qui étaient aussi chrétiens et nazis, par exemple, et du coup, vous avez un discours qui est à la fois religieux et ethnico-racial. Enfin, c'est c'est quand même, voilà, faut quand même se rendre compte de ça. Donc, quand vous avez de l'antisémitisme musulman qui se mêle à l'antisionisme, ça pourrit la cause antisioniste. Parce qu'il y a des revendications légitimes à vouloir défendre la cause palestinienne, vouloir que des hôpitaux ne soient pas détruits, que des paysans ne soient pas expulsés de leur terre, qu'un peuple, que les populations palestiniennes aient le droit de disposer de leur propre terre, disposent de leur propre, soit un peuple souverain sur leur propre terre. De l'autre côté, ça ne justifie pas l'antisémitisme. Ça ne justifie pas le fait de confondre juifs et israéliens et gouvernement israélien avec population civile israélienne. Voilà, d'avoir cette approche-là des choses. Voilà, voilà. Et puis, c'est un État assez récent historiquement, Israël. Il y a quand même eu des événements historiques qui ont servi le discours sioniste. Et c'est le fait que, ils ont été persécutés pendant des siècles, les Juifs. Et donc le discours sur une terre pour les Juifs a pu se faire justifier, être justifié par, pas justifié, qu'il soit, je vais pas vous dire qu'Israël est légitime, je vais vous dire que les choses, les raisons de la naissance d'Israël sont peut-être plus complexes. Voilà. Je prétends pas avoir la réponse totalement à ces questions-là, mais je pense voilà, qu'il faut prendre en compte quand même une histoire assez complexe, des gens aussi qui étaient aussi il me semble qu'il y a eu des juifs de gauche, qu'il y a eu des mouvements de kibbutzim aussi au début. Enfin, voilà, donc que c'était assez particulier au début. Il me semble qu'il y a eu des achats de terres, je ne sais plus exactement. Enfin, euh, qu'il y a eu bon, le mandat britannique, que c'était fait avec un mandat britannique. Bon, c'est assez compliqué. Toujours est-il que on peut pas prétendre défendre le droit du peuple palestinien à disposer à être souverain, en fait, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes quand on parle de la Palestine, sans sortir de l'OTAN. Euh, Moi, je le fais pas pour la Palestine. Je le fais pas ou pour Cuba, ou pour le Venezuela, je le fais pour la France. Évidemment, je le ferai beaucoup plus. Je ferai avant tout pour des pays comme le Venezuela ou Cuba, plutôt que la Palestine, parce que vous avez des pays socialistes, enfin, ou socialisants. Dans le cas du Venezuela, c'est peut-être pas non plus socialiste au sens où peut-être une socialisation poussée, peut-être au niveau où je le souhaiterais, en termes de socialisation des moyens de production. Mais toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne soit pas les laquais de l'impérialisme américain, qu'on soit un pays souverain en France et qu'on s'occupe de nos pauvres, qu'on s'occupe de nos travailleurs, qu'on s'occupe de notre classe ouvrière. Et ensuite, qu'on puisse donner un coup de main aux travailleurs des autres pays. Mais, comment dire, moi je suis pas dans une approche paternaliste du socialisme. C'est-à-dire que c'est pas aux Français de faire la révolution à la place des Italiens, des Grecs, des Chinois, des Russes, des, euh, des Palestiniens, des Américains, des Anglais, des Allemands, enfin, des autres pays.
hein, voilà. Il peut toujours y avoir des révolutions et des contre-révolutions. C'est pour ça que je cite des pays. Si je dis révolution à Cuba, par exemple, il y a déjà un système socialiste, mais il pourrait y avoir une contre-révolution et besoin de recréer une nouvelle révolution. Vous voyez, enfin, c'est pas. Moi, je suis pas dans une approche où une fois qu'on a un acquis, il n'est pas menacé et donc voilà, on repose sur ses lauriers. Non, on peut toujours avoir des contre-révolutions. Il faut quand même se rendre compte de ça. Euh, donc voilà, je considère que chaque peuple, chaque nation doit mener, le prolétariat de chaque pays doit mener sa propre révolution. Évidemment, il faudra construire un international et se soutenir mutuellement entre travailleurs, entre prolétaires des différents pays, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Mais chaque peuple a ses conditions propres, ses cultures propres, sa société propre, son économie propre, ses spécificités propres, son droit propre et doit s'autodéterminer. Et donc, il y a un socialisme à la sauce française en France, peut-être sauce au bleu, et on va dire un socialisme sauce algérienne en Algérie. Ouais, désolé, je ne pouvais pas tomber à côté du mauvais jeu de mots. Ben, vous m'excuserez si le jeu de mots était mauvais. Mais voilà, il y a des gens qui ont l'air d'aimer la sauce algérienne. Je suis pas, moi pas trop, mais bon, j'étais jamais bien goûté. Mais du coup, ben, pour ceux qui aiment, ben, bon appétit. Ben, régalez-vous, hein, pas de jugement. Mais voilà, donc chaque pays doit faire son socialisme et il faut lutter contre l'impérialisme, ça c'est évident. Donc, mais pour lutter contre l'impérialisme, il faut des nations. Il faut des nations souveraines. Et pour des nations souveraines, il faut déjà lutter, construire un parti communiste digne de ce nom, ou un parti souverain avec une souverainiste sociale cohérente. Mieux vaut avoir un parti communiste dans le meilleur des cas, pour mener la lutte. Bah, si on n'a pas de parti communiste, bah, un parti souverainiste pour quand même défendre cette cause-là, qui est la souveraineté, parce que sans souveraineté, on n'a pas de socialisme. Et ensuite, une fois que on sera occupé d'avoir battu les caps, on pourra dire que l'international sera le genre humain. Mais il faut une analyse objective, une analyse matérialiste pour ça. Voilà. Donc Trump, c'est pas un méchant de dessin animé. Hein. C'est pas gna gna gna, je suis Trump, je suis très méchant. Alors il a bien un côté caricatural, mais Trump, c'est un Américain. C'est un Américain, c'est un bourgeois américain, partie d'une fraction de la bourgeoisie américaine. Il y a d'autres fractions de la bourgeoisie américaine qui ont d'autres intérêts, qui ne sont pas forcément plus souhaitables. Il y a des alliances entre ces fractions de la bourgeoisie américaine, des alliances entre Trump et des gens comme Musk. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Musk. Et Musk, il y a un coup, ils étaient d'accord, et un coup, ils étaient contre, ils étaient en opposition, un coup, ils étaient alliés en opposition. Ces gens-là sont dans un jeu de pouvoir, dans un jeu d'alliance. Enfin, mais c'est des intérêts qui gouvernent le monde. C'est pas juste un Trump ou un Musk très méchant, même s'il y a des choses qui sont très critiquables, mais c'est chez l'un et chez l'autre. Mais c'est des gens qui représentent des intérêts politiques, des intérêts économiques, ce qui se traduit. C'est la géopolitique, elle est menée par des intérêts économiques. Voilà. Il ne faut pas tomber dans une forme d'idéalisme moral sur voilà, Trump, il est méchant, mais Poutine, il est plus méchant, mais Xi Jinping, mais les droits de l'homme que les États-Unis respectent pas plus que la Chine. Euh, voilà. Ah oui, j'ai un truc pour les propagandistes à la Glucksmann. Ceux qui nous parlent de génocide des Ouïghours. Un, c'est faux. Il n'y a pas de génocide des Ouïghours. Ça, c'est de la propagande atlantiste de gens comme Glucksmann, comme Raphaël Glucksmann. Deux, j'applaudis l'action de la République populaire de Chine et de Xi Jinping dans la lutte et la répression contre le djihadisme, contre l'islamisme au Xinjiang. La politique de lutte contre l'islamisme au Xinjiang du président Xi Jinping, je l'applaudis dès demain. Et je ne suis pas maoïste, je ne suis pas denguiste, je ne suis pas Xi Jinpingiste. J'ai plein de critiques sur la Chine de Mao, comme sur la Chine de Deng, sur la Chine de Deng Xiaoping. Bon, j'ai aussi des éloges à faire sur
sur certains éléments de la politique de Mao, comme la ligne de masse, ou sur le rôle révolutionnaire de la paysannerie. Mais par exemple, je serais très critique de la révolution culturelle, de l'action de la bande des quatre. Voilà, je serais très critique de ça, si vous voulez. Voilà, des actions de la bande des quatre, ou des Dazibao, ou pas mal de choses. Voilà. Mais, et tout comme je suis critique de la politique de libéralisation menée par Deng Xiaoping. Pourtant, je considère que les Chinois ont le mérite de faire un contrepoids à l'impérialisme américain. Alors ceux qui me disent, oui, mais t'as pas peur, si on abat la puissance américaine, si on abat l'impérialisme américain, que ce ne soit pas les Chinois et les Russes qui prennent le dessus. Si on abat la puissance américaine, il faut espérer, c'est tout à fait probable que, n'ayant plus de concurrents américains, les Chinois et les Russes puissent soit se mettre sur la gueule, soit être suffisamment rivaux pour que la France en tire les marrons du feu. Mais pour ça, il faut que la France devienne souveraine. Sinon, tant qu'elle est enchaînée derrière l'oncle, tant qu'elle est, tant que, tant que l'oncle Sam tient la France en laisse, ou tant que l'Allemagne ou une autre puissance tient la France en laisse, la France ne peut pas profiter de son indépendance pour faire sa politique qui lui permettrait de jouer des rivalités entre la Chine et la Russie. Des rivalités futures entre la Chine et la Russie. Et l'Inde aussi, parce que il y aura certainement une triangulation de un partage du pouvoir au niveau mondial, enfin en tout cas en termes de puissance mondiale, on aura certainement une puissance de la Chine, de la Russie et de l'Inde, pourrait très bien remplacer l'impérialisme américain en termes de puissance économique. Voilà. Mais pour en profiter, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'OTAN et faire sa propre politique. Moi, je vois pas d'autres trucs. Ah, j'ajoute un truc, c'est si vous voulez trouver. Moi, je suis un amateur sur YouTube. Je suis un amateur et ne m'en veuillez pas trop si je bafouille, si je cafouille, si je peux faire des erreurs. Mais si vous voulez, je vous recommande d'aller voir ce que peut dire Kuzmanovic sur Fréquence Populaire, d'aller voir ce qu'a pu dire Fadi Kassem sur le sujet sur la chaîne du PRCF, d'aller voir ce que dit Asselineau sur cette actualité-là, d'aller voir ce que fait Trouble Fait, qui est un excellent youtubeur sur des questions politiques et sur des questions géopolitiques, économiques, enfin, qui fait du bon travail. Alors lui, il a une ligne keynésienne et pas une ligne marxiste. C'est peut-être son gros défaut, son défaut, c'est peut-être plus d'avoir une approche, voilà, d'avoir une approche un peu trop modérée, mais il fait du bon boulot. Il est sur une ligne souverainiste sociale très intéressante. Il fait un boulot fouillé, très carré, très factuel. Donc je vous recommande Trouble Fait comme chaîne YouTube. Je vous recommande Trouble Fait. Je vous recommande d'aller voir ce que peut dire François Asselineau sur la chaîne de l'UPR et sur d'autres chaînes YouTube de François Asselineau, qui a un discours géopolitique très intéressant. J'aurais des divergences avec François Asselineau. Lui, il est sur une ligne gaulliste sociale. Moi, je suis sur une ligne économique marxiste. Je suis un marxiste républicain, moi, si vous voulez. Enfin, je suis une ligne qui prend à Jaurès et qui prend à Lénine. Enfin, je suis sur une ligne Jaurès-léniniste, si vous voulez. Là où Asselineau est sur une ligne gaulliste sociale. Voilà. Entre un gaulliste et un communiste, vous avez des différences de point de vue en termes
sur l'intervention de l'État, je suis plus radical qu'un social-démocrate ou qu'un gaulliste social. Vous avez Fadi Kassem sur la chaîne du PRCF, j'aurai des points de convergence et de divergence avec lui, j'aurai quand même beaucoup de points de convergence avec Fadi Kassem, mais sur le sujet géopolitique, il est plutôt... il tient un discours assez éloquent et assez bien présenté, bien exposé sur... Voilà. Il se tient un bon discours, voilà, un discours intelligent, éloquent. Voilà, il tient un discours assez pertinent. J'aurai peut-être ces petites attaques contre les souverainistes de droite. Bon, euh, pas sûr que s'allier avec LFI, ça soit une meilleure idée que s'allier avec l'UPR. C'est peut-être la critique que je ferais des mecs du PRCF. Parce que LFI, c'est des adversaires de la souveraineté au même titre que le RN, que l'actuel PCF et que le PS. C'est des gens voilà, qui sont des ennemis de la France et donc de sa classe ouvrière. Enfin, pas tous, hein, je parle de leur direction, de certains de leurs militants, enfin, un peu bizarres, un peu trotskoïdes, ou un peu sociolibéraux, ou un peu, pour les uns, trotskoïstes pour les autres, néolibéraux, néoconservateurs pour les autres. Bon, voilà, parce que quand on est à gauche et à droite, vous avez des euro-atlantistes, bon là, c'est pas la peine de s'allier avec eux. Même si vous avez aussi des braves types au milieu qui veulent sont intéressés par la partie sociale d'un programme, ou par la partie sécurité d'un programme pour le RN. Euh, voilà, je pense que j'ai des désaccords aussi avec Kuzmanovic. Moi, je suis pas sur une ligne gaulo-jaurésienne qui est un peu l'histoire gaulliste sociale pour le gaulliste social de Kuzma, qui lui quand même venait être un ancien lieutenant de Mélenchon, me laisse un peu sceptique. Moi, je suis plus socialiste que gaulliste, si vous voulez. Donc j'aurais mes points de divergence avec lui, j'aurais des points de convergence sur des choses assez essentielles, sur la souveraineté, sur l'approche réelle politique des choses. Voilà. Ouais, je précise mon approche des choses parce que certains vont me dire ouais, tu ne fais que recracher ces horribles complotistes souverainistes. Bon, déjà, l'accusation de complotisme pour tout et n'importe quoi, ça va bien 2 minutes. Au-delà de ça, c'est de la débilité mentale profonde. Parce que quand vous êtes contre l'impérialisme américain, vous n'êtes pas complotiste, vous êtes réaliste. Quand on veut confondre quelqu'un qui s'oppose à l'impérialisme américain avec quelqu'un qui croit à des histoires d'extraterrestres juifs francs-maçons vivant au centre de la Terre, c'est que, que le terme de complotisme, il est un peu large, au point de pouvoir y fourrer tout et n'importe quoi. Un concept valise comme aujourd'hui le clivage gauche-droite, en fait, parce que vous mettez des gaullistes, des nazis, et des néolibéraux et des libertariens, et des conservateurs et des cathotradis, dans la même case de droite, y compris des gaullistes plus ou moins sociaux, vaguement de gauche, voilà, enfin, avec un programme de gauche limite plus à gauche que la social-démocratie. Et quand vous mettez à gauche un type qui dit qu'il faut donner le pouvoir aux islamistes avec un autre qui est laïque, très laïque, quelqu'un qui est républicain avec un anar, quelqu'un qui est social-démocrate, quelqu'un qui est communiste, quelqu'un qui se dit libertaire, un trotskiste, un maoïste, tout ça. Quand vous mettez des gens qui n'ont absolument pas la même idéologie, un social-libéral du PS ou de LV, que vous le mettez avec un communiste marxiste-léniniste à l'ancienne, on va dire du PRCF, ou un gaulliste social de République souveraine, ou le discours bizarre éco-socialiste très flou de LFI, ou le discours euro-communiste, qui n'a plus rien de communiste du PCF, quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez un truc qui ressemble à rien. Hein, je dis ça. Ben, le truc, on utilise beaucoup trop souvent en politique des mots valises, comme gauche, droite, on ne sait pas trop ce qu'on désigne comme de gauche ou de droite, et complotisme, ça en fait partie, complotisme. C'est-à-dire que quand on traite les complotistes les souverainistes de complotistes, on les met dans la même case que des gens qui ont des théories
de gros tarés sur les juifs lézards extraterrestres qui vivraient au centre de la Terre, qui seraient des francs-maçons homosexuels. Non, mais je rajoute les trucs, mais parce que plus vous en mettez, plus c'est ridicule. Mais euh, et quand on te qualifie de complotiste, quelqu'un qui est juste réaliste sur les questions géopolitiques, avec des gens qui ont des théories du complot à la con, voilà, enfin, ou qui croient que la Terre est plate, ou je sais pas quoi, enfin, ça veut plus rien dire, hein. Et donc, c'est pour ça que quand j'explique mes sources, j'explique que j'ai des convergences et des divergences avec les uns et les autres. Ce qui est normal, moi je suis pour le pluralisme. Les partisans du PMU, du Parti maastrichtien unique, comme dirait Fadi Kassem, ces gens-là ne sont pas pour le pluralisme. Vous devez être européiste, sinon vous êtes un complotiste, sinon vous êtes un fasciste, sinon vous êtes, si vous êtes d'extrême gauche, si vous êtes un communiste ou un socialiste qui est contre l'Union européenne, vous êtes automatiquement qualifié de rouge-brun, vous êtes même limite qualifié de national-socialiste parce qu'il y a le socialisme, il y a la souveraineté nationale. Donc, du coup, alors que vous êtes contre l'antisémitisme, le racisme, vous pouvez vous faire qualifier de nazi parce que vous êtes contre l'Union européenne. Alors que l'Union européenne correspond plus ou moins au territoire, à l'idée de grande Europe des nazis en tout cas. Euh, voilà, non, les gaullistes, les communistes, les communistes étaient opposés à la CEE. Et le général de Gaulle, il disait qu'il fallait que les nations soient, qu'il fallait une Europe des patries au sens de, le général de Gaulle au sens où les nations doivent rester souveraines et vaguement coopérer plus ou moins entre elles, mais pas au point d'abandonner les souverainetés, juste une coopération de pays européens en restant souverain. Le général de Gaulle, il n'était pas du tout pour une Union européenne, il était pour des coopérations entre États souverains en Europe, mais sans supranationalité. Vous avez vous avez le PCF qui historiquement, qui aujourd'hui est pro-UE ou pour réformer l'Europe en une Europe sociale ou une Europe des nations, une Europe des peuples, ou un truc bizarre dans ce genre-là, et qui à une époque était quand même opposé à la CEE. Faut le rappeler, hein. Voilà, hein, il y a eu quand même une trahison de ce que défendait historiquement le PCF. Voilà, voilà, je précise. Voilà. Quand vous êtes un communiste à l'ancienne, un vrai communiste, souverainiste, vous vous faites qualifier de complotiste, de rouge-brun, vous avez droit à tous les mots à la con pour les gogoles. Euh, mais voilà, enfin, vous confondez tous les. Vous avez des mots valises rouge-brun, c'est par exemple, vous n'êtes pas woke, mais vous êtes économiquement de gauche, vous êtes rouge sur l'économie, et brun parce que sur le sociétal, vous êtes trop conservateur. Ou jugé comme trop conservateur, parce que moi qui suis un laïc absolu, qui suis pour l'interdiction des signes religieux sur l'espace public, qui déteste absolument tout ce qui est royalisme et régionalisme, on ne pourrait pas me mettre dans la case des mecs qui sont attachés à un traditionnalisme de pacotille. Moi, je suis contre, je suis pour qu'on supprime les régions, je suis contre les discours régionalistes, je suis contre la religion, je considère que la religion est l'opium du peuple. Sur l'immigration, j'ai mis énormément de temps à. J'avais au début un discours naïf avant d'avoir un discours un peu plus assimilationniste, parce que je me souciais pour des raisons humanitaires. Je me dis qu'il faut quand même. Mais là, j'ai compris qu'il y a une différence entre vouloir limiter l'immigration et les tarés de certaines parties de l'extrême droite qui sortiraient le fusil direct dès qu'ils entendent le mot immigration. C'est quand même assez différent. Mais si vous voulez, moi, Et donc, du coup, me qualifier de conservateur, de réactionnaire, de traditionnaliste, parce que je ne suis pas favorable à toutes les idées sur le genre, la race ou l'islam. C'est-à-dire que sur l'islam, je considère que le christianisme, comme l'islam, doit être combattu, le prosélytisme de cette religion doit être combattu, l'influence de la religion dans la société doit être combattue, il y a une liberté de culte pour les musulmans et les chrétiens qui doit être la même, et qu'ils n'ont pas à avoir de manifestations publiques religieuses dans l'espace public. Il ne pas y avoir de manifestation publique de la religion. C'est une chose privée, la religion. Donc, vu pour certains gauchistes, ça, c'est être conservateur. Eux sont conservateurs, à mes yeux. Je suis contre les régions, je suis contre la royauté, je suis contre la monarchie, je suis contre. Voilà, je considère sur ce qu'ils appellent la race
que moi, je suis un républicain, je suis pas un anarchiste, hein, je suis contre le fédéralisme et contre le régionalisme. Je suis pour une république une indivisible. Je suis pour une approche assez rationnelle des choses et égalitaire de la loi. Hein, je considère que fragmenter la nation entre en une multiplicité de droits, c'est non seulement irrationnel, mais inégalitaire, et que ça que ça détruit aussi les solidarités sociales, donc que ça contribue à des politiques néolibérales, les politiques de décentralisation à un certain niveau. Mais je ne serais pas contre une politique de déconcentration administrative, par contre, ou de certains éléments de démocratie locale. Je suis pour le RIC, oui. Je suis un démocrate. Je suis contre le racisme, et donc je suis opposé au discours de gauche qui se prétendent antiracistes alors qu'ils pratiquent une forme de néo-racisme qui n'a rien qui a rien à envier au discours traditionnel de droite sur ces questions-là. C'est juste qu'ils ont remplacé un racisme d'inspiration pseudo-biologique par un racisme d'inspiration pseudo-sociologique. Voilà, et qu'ils ont inversé blanc et noir. Mais fondamentalement, ça reste la même genre de merde. Et pour moi, il faut combattre autant le racisme de droite que le racisme de gauche. Moi, je suis universaliste. Je considère que les hommes sont des hommes. Que les êtres humains sont des... Ah oui, je considère que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Mais ça, on va parler du genre après. Je considère que tous les êtres humains ont une valeur morale d'être humain. Qu'il n'y a pas de race humaine. Voilà, que tu sois blanc, noir, que ton origine, ta couleur de peau, je m'en fiche. C'est ta valeur morale en tant qu'individu qui compte. Je ne suis pas en train de nier qu'il y ait des cultures et que les cultures puissent influencer des comportements, parce qu'ils sont liés à une certaine éducation. Mais je considère que faut pas avoir de... Voilà, que ça ne dit rien. Je considère que les discours bizarres sur toi t'es privilégié parce que t'es blanc, toi t'es un oppressé éternel parce que t'es noir, c'est du paternalisme, du communautarisme, et ça vaut pas mieux que l'identitarisme de droite. Et que ça a tendance même à le renforcer. Voilà. Moi j'ai un discours qui est plutôt traditionnel de gauche sur les questions. Sur la question du genre, j'ai un discours qui s'oppose au libéralisme très anglo-saxon par ailleurs, comme ce discours bizarre sur la race. Parce que pour moi, il n'y a pas de race humaine. Il y a une race humaine, il y a des différences entre populations, il y a des différences génétiques, certes, des différences culturelles, parce que oui, vous n'avez pas la même respiration dans des pays, les hauts plateaux tibétains, en adaptation à votre environnement, mais ça fait pas, vous restez des humains. Voilà. Voilà. Et vous avez différentes cultures sur la planète, mais vous restez des humains. Voilà. C'est aussi con que ça. Et sur le genre, comme ils disent, moi je considère que le, qu'on ne peut pas nier le sexe biologique et que la base matérielle de ce qu'on appelle le genre, c'est le sexe. Et que ceux qui veulent mutiler des gens pour des histoires d'identité de genre sont des bouchers. Et je considère que ceux qui sont réactionnaires sont ceux qui, se conformant tellement aux idées de stéréotypes de genre, finissent par penser que pour ça, ça justifierait de couper les organes génitaux ou déformer les organes génitaux d'une personne pour correspondre à ses fantasmes, qui sont souvent des stéréotypes plutôt sexistes et sexuels. Et des stéréotypes sexistes basés sur une conception très idéaliste du genre. Moi, je suis matérialiste sur la question du genre. C'est-à-dire que je considère que c'est le sexe biologique qui fait le genre. Ensuite, qui est la culture avec le fait que les Écossais portent des kilts et que ça se fait pas en France. Je veux bien enfin, que les Écossais portent une jupe, si vous voulez, parce qu'ils ont un kilt. Mais au-delà de ça, la vision qu'ont les transactivistes du genre, c'est une vision qui est basée sur des stéréotypes de genre. Je suis désolé, mais ces gens nous parlent, bassinent sans arrêt avec les stéréotypes de genre. Mais là. Et donc, pour ça, je serais un horrible rougeoin parce que je suis sur une critique matérialiste du wokisme. Moi, ma critique, c'est pas une critique basée sur gna gna gna, les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles, des valeurs assez abstraites. C'est sur les conséquences matérielles, diviser les exploiter, faire du prognon pour les capitalistes, détruire la santé des gens,
ont ces idéologies woke sur la santé de la population, sur la cohésion sociale, sur la cohésion des travailleurs, voilà, sur pas mal de choses, sur le fait qu'elles affaiblissent la laïcité à la française pour un sécularisme à l'anglo-saxon. Moi, ce serait pour ça. Alors, je peux d'accord avec l'idée de valeur morale, mais je n'ai pas la morale d'un droitard. Mais j'ai pas la morale d'une forme de gauchiste déconstruit qui ne permet de construire absolument rien, si vous voulez. Voilà, je pourrais en dire autant du féminisme, avec ma vision étant égalitaire et pas celle d'une histoire de patriarcat qui... On ne sait pas trop comment ils expliquent leur patriarcat. Je pourrais l'expliquer par la religion ou par des cultures anciennes basées sur la guerre ou l'héritage. Mais ça, c'est des structures... les structures romaines, gréco-romaines, les structures sociales gréco-romaines n'existent plus aujourd'hui. D'ailleurs, c'était des structures très à fond que fantasment beaucoup les histoires de LGBT. Parce que parce que l'homosexualité est très courante chez les Grecs et les Romains. Mais par contre, la misogynie aussi, hein. Et l'héritage. Et puis aussi, c'est des sociétés guerrières. Et nous, historiquement, de façon très récente, le service militaire, et ben, les hommes ne font plus le service militaire. Donc, ça, si on voulait à peu près dire qu'il y avait une différence entre hommes et femmes, cette différence entre hommes et femmes qui existait auparavant, le service militaire, ça a été aboli. Les femmes ne faisaient pas le service militaire. Il y avait des inégalités entre hommes et femmes historiquement, mais il y en a beaucoup qui ont été comblées, et puis il y a des inégalités qui défavorisent les hommes, comme la garde des enfants, vis-à-vis de la garde des enfants par exemple, où les hommes peuvent être défavorisés face aux femmes. Alors que l'intérêt de l'enfant, c'est de juger au cas par cas de si c'est le père ou la mère qui est quand même la personne la plus saine d'esprit. Parfois, vous avez des mères qui sont d'horribles ordures vis-à-vis de leur propre gamin. Et parfois, vous avez des pères qui sont d'horribles ordures vis-à-vis de leur propre gamin. Et donc, il faut que les magistrats fassent une enquête au préalable, pour savoir si, qu'ils n'aient pas le préjugé selon lequel la mère est toujours le meilleur parti pour ses enfants. Voilà. Il y a plein d'affaires sur lesquelles, effectivement, on peut dire des choses et d'autres. Qu'il y avait une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et que c'est quand même le général de Gaulle qui a agi pour le droit de vote des femmes. Quand même, il a quand même eu un rôle là-dedans. On peut lui reconnaître, même si on peut le critiquer aussi pour d'autres aspects. Voilà, voilà. Et donc, je suis certainement un horrible droitard pour ça. Mais voilà, je pense qu'il faut expliquer toujours le détail. Le diable est dans les détails. Et voilà. Sur ce, camarades et citoyennes, après m'avoir écouté disserter quelque peu sur cette question-là, sur ces questions de souveraineté, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, solidarité. Nous vaincrons.